Bon, on va commencer. Donc, il faut que je fasse un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que la dernière fois, c'était un peu technique. Donc, rappel. Alors, donc on a une représentation V qui est de 2 rames, telle que, si je regarde les vecteurs lisses du Banach attachés à V, c'est isomorphe à petit pi, une supercuspidale que j'ai fixée depuis le tout début, et qui correspond par Jacquet-Langlands à une certaine représentation ρ de cet algèbre de quaternion des étoiles. Et je vous rappelle qu'elle est censée être à caractère central trivial. Je fixe dans toute la suite une telle représentation V, et je vais écrire simplement pi pour pi de V. Et je vous rappelle que j'appelle pi crochet 0 le quotient de pi de V an, pi an, par pi lisse. Alors quand je dis j'appelle pi crochet 0 égale le quotient, je vous rappelle que ce pi crochet 0 en tant que représentation de GL2 de QP est indépendant du choix de V, tant que cette condition est satisfaite, mais quand même il y a un choix. Il faut que je choisisse à chaque fois une présentation. Alors ce n'est pas très méchant, parce que vous allez voir bientôt que les endomorphismes de ça, ou plutôt les automorphismes, sont tous scalaires, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue. Mais quand même, quand on fait des arguments, il convient de choisir une présentation à chaque fois. Ce qui rend certaines choses beaucoup plus pénibles qu'elles ont l'air au tout début, parce qu'à la fin, il faut vérifier que certaines choses ne dépendent pas des choix et tout ça, mais bon, je vais essayer de faire semblant d'ignorer pour l'instant ces problèmes-là, et je reviendrai quand ce sera vraiment des vrais problèmes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a construit un opérateur partiel sur pi crochet 0 dual, uniquement caractérisé par la condition suivante. A plus moins 1, c'est U plus en partiel sur pi crochet 0 dual, où A plus, c'est l'action infinitésimale d'un morceau du tore diagonal, et U plus, c'est l'action infinitésimale du groupe unipotent supérieur. Car j'avais démontré la dernière fois qu'un tel opérateur existe, et il est uniquement déterminé parce que l'action de U plus est injective sur pi crochet 0 dual. Et il avait un certain nombre de propriétés, cet opérateur partiel, ce qui nous a permis de construire une représentation pi crochet 2 dual, ou plutôt le dual d'une représentation, disons, de G égale GL2 de QP, qui, en tant qu'espace vectoriel, c'est exactement pi crochet 0 dual, mais pour faire la distinction quand même, il convient d'appeler ça pi crochet 0 dual dz, parce que je vous rappelle que ce pi crochet 0 dual est censé être O de sigma n, la partie ρ isotypique de ça, et ce pi crochet 2 dual est censé être oméga 1 de sigma n, partie ρ isotypique. Donc je prends cette notation-là, et je vous rappelle que l'action du groupe est donné par ce genre de formule, où l'on tord par un cocycle, donc A moins C partiel, j'oublie tout le temps, si c'est 2 ou moins 2, ça doit être moins 2, GL fois dz, si G égale ABCD, dans GL2 de QP. On avait vérifié la dernière fois, la numérologie nous disait que ce partiel satisfait toutes les propriétés que l'on peut imaginer, en particulier que si je définis une action du groupe comme ça, il s'agit vraiment d'une action du groupe. À ce sujet, vous avez dû probablement remarquer que d'un cours à l'autre, mes actions sont à gauche, à droite. C'est pas très clair sur si mon groupe agit à gauche, s'il agit à droite de temps en temps. Bon, je le fais toujours agir du bon côté, heureusement, j'espère, en tout cas. L'important, c'est que sur les fonctions, l'action soit donnée par ça. Ce qui revient à dire que sur la droite projective, c'est vraiment l'action par homographie usuelle. Ensuite, il faut adapter les actions sur chaque espace comme vous voulez. Alors, donc ça nous a permis de créer une représentation pi de 2 dual. Alors, remarque, il n'est pas du tout évident
que pi de 2, qui par définition, si vous voulez, est le dual de pi de 2 dual, est une représentation localement analytique de G. Alors, je dis ça parce que tout de même, quand vous faites cette torsion, il y a ce truc-là qui apparaît, et il y a un certain nombre de choses à vérifier, en particulier encore des estimations partielles, mais franchement, je ne vais jamais utiliser le caractère local analytique de cette représentation, et de toute façon, ça sera une conséquence du résultat final. Donc, oublions ce petit détail. C'est juste qu'à certains endroits, ça serait convenable d'avoir que pi de 2 est une représentation localement analytique pour faire agir l'algèbre de Lie et tout ça, mais bon, on va pouvoir contourner tous ces problèmes-là. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait une application qui était G équivariante, que je vais appeler D, qui est en fait une immersion fermée. Donc L s'en va sur moins U plus de L dz, d'image fermée, et qui est censée imiter l'application de dérivation de O de sigma n rho dans oméga 1 de sigma n rho. Voilà, et enfin, peut-être que je le mets ici, il y avait une structure de O de oméga module sur ce pi crochet 0 dual, et en particulier aussi sur pi crochet 2 dual, tout simplement en multipliant tout par dz, via la formule intégrale de 1 sur z moins x mu de x, appliquée à L, c'est l'intégrale de partiel moins x moins 1 L mu de x. En fait, par construction, c'est un module séparément continu sur O de oméga. C'est comme ça qu'on l'a construit. Et qu'est-ce qu'on a vu enfin? On a vu qu'il y avait un morphisme non nul, G équivariant continu, grand F de pi crochet 0 dual, dans O de sigma n. Bon. Alors, je vous rappelle que celui-là, vous le construisez à partir de l'uniformisation p-adique et du théorème de compatibilité d'Emerton, et en faisant quelques manipulations formelles que j'ai faites au début du troisième cours. Et donc le but de ce cours, finir la preuve du fait que F est un isomorphisme. En fait, on a presque tous les ingrédients techniques pour démontrer cet énoncé. Et s'il me reste du temps, et j'espère qu'il me restera un peu, je vais aussi vous décrire comment vous retrouvez les filtrations et tout ça à la fin. Alors, donc, on va commencer par quelque chose qui est essentiel. C'est la proposition suivante. F est O de oméga linéaire. Attention, hein, je prends n'importe quel morphisme, G équivariant continu, non nul, enfin, mais s'il est nul, de toute façon, il est O de oméga linéaire. Je prétends que n'importe quel morphisme comme ça est automatiquement O de oméga linéaire. Et en particulier, il induit, vu les formules qui donnent l'action du groupe, il induit un morphisme G équivariant continu, enfin non nul, que je vais encore appeler F de pi de 2 dual, dans oméga 1 de sigma n rho, simplement L dz s'envoie sur F de L dz. OK. Et en particulier, il induit, ça va être essentiel pour la suite, un morphisme entre pi de 2 dual modulo l'image de cette dérivation vers la cohomologie de Doram de sigma n, et je prends la partie rho isotypique, tout simplement par passage au quotient. OK, alors comment est-ce que ça marche la démonstration? C'est en fait très simple. Il suffit de montrer que f de partiel L, c'est z fois f de L, pour tout L. Parce que si vous avez ça, de toute façon, ça va entraîner que f de partiel moins x moins 1 L, c'est 1 sur z moins x
f de L. Et l'espace vectoriel engendré par toutes ces fonctions à l'intérieur de O de oméga est dense. Ça, on l'a vu, c'était une conséquence du théorème de Morita. Et par définition, le fait que c'est O de oméga linéaire, ça c'est vraiment 1 sur z moins x fois L, par définition de l'action de O de oméga sur pi crochet 0 dual. Donc il s'agit de démontrer ça. Très bien, mais maintenant, f étant G équivariant, f commute à l'action de l'algèbre de Lie, GL2. D'accord? Donc, je peux partir de la relation A plus moins 1 égale partiel U plus. Zut, c'est dans l'autre sens, c'est ça? Je me souviens jamais. Ça doit être U plus partiel, ouais. Et on lui applique F. Donc f de A plus L moins L, bah, c'est f de U plus partiel L, qui est U plus f de partiel L. Mais là, c'est A plus f de L moins f de L. Et puisque les choses sont bien faites, sur O de sigma n rho, vous avez exactement la même formule, et ça, c'est juste Z fois f de L. Et avec un U plus devant. Et maintenant, puisque U plus est injectif sur O de sigma n rho, bah, ça vous permet de conclure que f de partiel L, c'est Z f de L. Donc c'est essentiellement immédiat. OK. Donc ça, c'est très bien parce que maintenant, on a un morphisme qui est à la fois G équivariant et qui commute à l'action de O de oméga. Donc ça va nous permettre de faire des jeux, et en particulier de faire apparaître la géométrie. Enfin. Alors, donc on va passer à la démonstration de la surjectivité, qui va nous prendre un petit moment. Alors, on va mettre ça préliminaire numéro 1. Alors, une petite référence pour tout ça. Je l'ai déjà dit 2 fois, mais je vais le redire quand même. Donc ça suit vraiment une idée de Laurent Fargue, et combiné à une idée de Colmez pour la surjectivité. Ce qui se passe, c'est qu'il faut faire apparaître l'autre tour maintenant. On a travaillé jusqu'à maintenant avec la tour de Drinfeld, et ces objets-là sont assez compliqués. Mais il y a un miracle, c'est que si on passe sur la tour de Lubin-Tate, ce fibré vectoriel sur oméga devient quelque chose de vraiment très simple. Ça devient juste ρ tenseur, le fibré O sur P1. Et en particulier, ce passage-là, si on arrive à le faire de manière suffisamment canonique, va nous permettre de montrer que ce fibré est irréductible, en fait. Ce qui va entraîner par des jeux purement topologiques que notre morphisme est d'image dense. Et là, il y a une astuce vraiment affreuse qui va vous permettre de tirer profit du fait que vous avez en plus de la topologie et des espaces de Fréchet et tout ça, pour conclure que n'importe quel morphisme qui commute à toutes les structures et qui est d'image dense est en fait surjectif. Donc c'est un peu la suite de ce que je vais faire dans les peut-être 30 minutes suivantes. Donc la référence pour la première partie, c'est un très joli papier de Colazer qui s'appelle Lubin-Tate and Drinfeld Bundles, qui est très largement inspiré de ce que Laurent Fargue avait fait du côté éladique pour les 2 tours. Donc ça, je vous donne la référence quand même, c'est Tohoku, numéro 2, 2011. C'est vraiment un papier très très beau, c'est complètement élémentaire en fait. Je vais essayer de faire un peu le résumé de tout ça, sans entrer dans les démonstrations qui sont un petit peu pénibles, mais en fait, il s'agit de refaire un peu la théorie des morphismes de comparaison et tout ça, en tirant profit du fait que les fonctions sur ces 2 tours sont suffisamment rigides. Alors, donc je vais avoir besoin d'un peu de place pour les 2 tours.
comment est-ce que ça marche? On a quelque chose que je vais appeler Ln, L0, et ensuite on aura une flèche de période pi gross Hopkins vers P1 check, qui va être juste la droite projective, mais vue sur QP check, qui est comme toujours le complété de l'extension maximale non ramifiée de QP. Donc ce Ln, c'est vraiment la, disons, composante 0 de l'espace de Rappaport-Zink Lubin-Tate de niveau. Ah zut, j'ai écrit et j'ai plus de place pour l'autre tour. Bon, de niveau Kn égale 1 plus Pn M2 de Zp. Alors, vous allez voir que les normalisations vont être un tout petit peu différentes avec les étages pour cet argument-là, mais de toute façon, on va se débarrasser de tous ces n, donc ne faites pas trop d'attention pour ces détails. Et donc, K, ça va être simplement GL2ZP. Donc là, vous avez l'espace de Rappaport-Zink de déformation par quasi-isogénie d'un groupe formel de dimension 1 et hauteur 2. Et ça se casse naturellement suivant la hauteur de la quasi-isogénie par laquelle vous déformez, et vous prenez juste une composante, la composante où la quasi-isogénie est de hauteur 0. Alors, du coup, ça, c'est juste une boule unité. Et là, vous avez quelque chose qui est un revêtement étal de groupe de Galois K sur Kn. Et ici, c'est quelque chose d'assez gros, en fait, c'est G sur K. Où G, c'est GL2 de Q. Et ça, c'est étal. OK, et de l'autre côté, vous avez la tour de Drinfeld, donc Dn, D0, et quelque chose qui est un peu con ici, parce que c'est juste l'identité, mais bon, pour des raisons de symétrie, je le mets, oméga check. À vrai dire, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment l'identité, c'est vraiment l'application des périodes, mais ça dépend comment vous identifiez le premier étage, si vous utilisez l'isomorphisme de Drinfeld ou pas. Mais bon, oublions. La flèche des périodes, dans ce cas, disons que c'est l'identité, et ça, c'est oméga vu sur QP check. Et là, pour le coup, vous avez un groupe de Galois qui est H sur Hn, où H sera OD étoile, et Hn, c'est 1 plus Pn OD. C'est là que ça change un petit peu par rapport aux normalisations utilisées jusqu'à maintenant. On avait ce grand pi puissance n. Mais bon, ce qui nous importe, c'est ce qui se passe quand n est de plus en plus grand, donc il n'y a aucun problème. Très bien. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces machins-là? Donc, dans la suite, je vais commettre plein d'abus, et en particulier, je vais identifier les fibrae vectorielles sur un espace de Stein avec leur section globale, ce qui ne devrait quand même pas poser trop de problèmes. Tout ce qui m'intéresse, c'est leur section globale, de toute façon. Et pour les espaces de Stein, ça ne pose vraiment aucun problème. Il faut juste faire attention, parce que P1 n'étant pas de Stein, tant que vous travaillez à un niveau au moins 0, ça va. Quand vous descendez sur l'espace des périodes, c'est là que ça se complique un peu. Donc, dans la suite, on identifie un fibrae avec ses sections globales pour un espace de Stein. Et si j'ai X un tel espace et j'ai un groupe qui agit dessus, je vais écrire bound Gx, c'est les fibrae G équivariant sur X. Bon, encore un tout petit peu de notation. Donc on va écrire Fn pour QP check de zeta Pn. Alors ça, c'est le prix à payer quand vous ne travaillez pas rationnellement. Le problème, c'est que tous ces espaces-là, ils sont bien connexes sur QP check, mais ils ne sont pas géométriquement connexes. Donc ça, c'est cette extension de QP check, vous pouvez la voir comme les invariants par Hn dans les fonctions sur Ln, et c'est aussi les invariants par Kn dans les fonctions sur Dn.
Et on a la proposition suivante. Qui n'est pas complètement évidente. Ça demande de savoir quelques trucs sur ces espaces, mais je vous envoie au papier. Donc O de Ln, les fonctions holomorphes sur Ln, est un anneau Fn Hn régulier au sens de Fontaine. Bon, l'important dans cette affaire, c'est que si vous regardez l'anneau des fractions de O de Ln et que vous prenez les invariants par Hn, vous retrouvez encore Fn. Il y a encore une condition technique supplémentaire sur les droites invariantes sous l'action du groupe. Mais ça, c'est des conditions clés qui font marcher la théorie des représentations O de Ln admissibles, ou O de L0 admissible. Et bien sûr, il y a un énoncé symétrique de l'autre côté, donc O de Dn et Fn Kn régulier. Alors, ça, c'est très bien, parce qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez vraiment commencer à faire des foncteurs à la Fontaine, mais à partir de ça comme anneau de période. En particulier, si vous avez n, un fibré H équivariant sur L0, bah, vous pouvez construire Wn de n de la manière suivante. Vous prenez les fonctions sur Ln, vous tensorisez au-dessus des fonctions sur L0 avec n, et vous prenez les invariants sous Hn. D'accord? Bon, alors ça c'est parfait, mais ça, il se trouve que ça c'est un Fn qui est juste O de Ln invariant par Hn, donc un Fn espace vectoriel, plus une action semi-linéaire de H modulo Hn, qui est en fait de dimension finie. Et vous vous doutez bien d'où ça vient, c'est la condition de régularité, et plus précisément le fait que vous avez même une injection O de Ln tenseur Fn Wn de n, la flèche naturelle, vers O de Ln tenseur O de L0n, est injective. C'est justement cette condition-là et l'argument standard avec la relation minimale qui vous permet de démontrer ce genre d'énoncé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une action de H modulo Hn sur Fn lui-même. Ouais. OK. Donc, définition. N est dit de Drinfeld. Alors, c'est très perturbant. Hein. Vous partez d'un fibré sur la tour de Lubin-Tate et vous dites qu'il est de Drinfeld. Parce que vous allez atterrir sur l'autre tour, essentiellement. Mais bon, je dois dire que avec probabilité 1,5, je vais me tromper dans la suite. Donc bon, il est dit de Drinfeld, s'il existe n, tel que ce truc-là soit un isomorphisme. Ouais. Mais oui, je suis pour l'instant juste le papier. Effectivement, la terminologie standard serait O de Ln admissible. OK, donc, et dans ce cas, on pose d Drinfeld de n égale, alors vous échangez justement, vous passez de l'autre côté, en prenant O de Dn, vous tensorisez au-dessus de Fn avec Wn de n, et vous prenez les invariants sous H. De telle sorte que celui-là devient un O de Dn invariant par H. Et qu'est-ce que c'est O de Dn invariant par H? Ben, c'est O de D0, parce que c'est un revêtement de degré de groupe H sur Hn, donc un O de Dn
H égale O de D0 module. Et en fait, D Drinfeld de N est en fait un fibré sur D0. C'est Boone quelque chose, K, ça doit être, de L0. Non, mais de D0, pardon. Vous atterrissez de l'autre côté. D'accord? Et ça, c'est juste de la descente étale pour dn sur d0 et pour le module O de dn, tenseur wn de n. Alors, vous notez l'abus de notation quand même. Cette chose-là a l'air de dépendre de n. Et je n'ai pas fait figurer n ici. Il se trouve que ce truc-là ne dépend pas du choix de n tant que n est assez grand. Et pour des raisons à peu près évidentes, parce que quand vous passez de n à n plus 1, vous ne faites que tensoriser par fn plus 1 cet objet-là. Alors en fait, la descente étale vous dit même plus, vous dit que dans tous les cas, vous voyez bien sûr, vous pouvez faire cette définition même quand le fibré n'est pas de Drinfeld. D Drinfeld de n a toujours un sens, peut-être qu'il faut mettre un petit n dans l'affaire, mais ça c'est des constructions qui ont un sens tout le temps, et dans tous les cas, en fait, O de dn, tensorisé avec O de d0, au-dessus de D0, pardon, par D Drinfeld de n, je vais mettre un petit n, est un isomorphisme. Donc on a O de dn, tenseur Fn, Wn de n. Ce qui vous dit que si n est de Drinfeld, alors le rang de D Drinfeld n, c'est le même que le rang de n. Autrement dit, ce genre de foncteur préserve le rang tant que vous êtes du bon côté. Alors, donc, quand même un exemple qui va être crucial dans la suite. Prenons l'exemple le plus simple possible. On prend ρ, une représentation de dimension finie de h modulo hn sur QP check. D'accord? Et prenons n. Rho tenseur O L0. Donc simplement, fonction sur l'étage 0 du côté Lubin-Tate, tensorisée avec une représentation de OD étoile qui est triviale, disons, sur un sous-groupe suffisamment petit. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce cas Wn de n? Ben, on y va, c'est O de Ln, tenseur O de L0, O de L0 tenseur ρ, et on prend les invariants par Hn. Et ça, c'est O de Ln, tenseur ρ invariant par Hn, qui est pareil puisque Hn agit trivialement sur ρ, que O de Ln invariant par Hn, tenseur ρ. Et ça, c'est exactement Fn, tenseur ρ. D'accord? Et donc, ça entraîne, juste en revenant à la définition, que n est de Drinfeld, et que le D Drinfeld de n, ben, c'est rien d'autre que O de dn, tenseur ρ, invariant par h, ce qui est une autre manière de dire que c'est la partie ρ duale isotypique dans O de dn. D'accord? Donc, autrement dit, quand vous passez du côté vous êtes du côté Lubin-Tate avec quelque chose de relativement trivial, ρ tense le fibré canonique, et vous vous retrouvez en faisant cette manip avec justement les objets qui vous intéressent finalement. Ce n'est pas tout à fait les objets qui nous intéressent parce que justement nous on travaille avec des fibrés qui sont des étoiles équivariants et tout ça, donc il faut encore pousser jusqu'en bas, jusqu'à la base. Mais de toute façon, c'est dans ce genre de jeu qu'il y a toutes les idées. Ensuite, ça sera juste
des trucs un peu pénibles. Alors, bien sûr, je ne vais pas écrire au tableau, mais vous avez exactement le même genre de construction totalement symétrique avec l'autre tour. Vous pouvez partir des fibrés sur des zéros, faire ce genre de manip et les transférer de l'autre côté. Tout ça est de toute façon très, très formel. Le point clé est évidemment la régularité de ces anneaux. Une fois que vous avez ça, tout le reste, c'est la machine. Donc, on va donner des noms à ces catégories. Je vais appeler Boone, H, Drinfeld de L0. C'est pas terrible, mais bon. C'est les N qui sont des fibrés OD étoiles équivariants sur L0 qui sont de Drinfeld. Voilà, et bien sûr, on définit de la même manière Boone K Lubin Tate de D0. Et voilà le théorème maintenant, Colazin. C'est qu'on a des équivalences de catégories quasi inverses et compatibles avec tout ce qu'on peut imaginer entre les deux catégories. Autrement dit, les deux foncteurs que vous avez construits réalisent des équivalences quasi inverses, donc équivalence de catégorie abélienne. Ça sous-entend que tous les sous-machins d'un truc de Drinfeld sont eux-mêmes de Drinfeld, pareil pour tous les quotients et tout ça. Et que, oui, et en plus, ces foncteurs sont exacts. La preuve est en fait immédiate. Il faut juste combiner la descente étale des deux côtés et le fait que par définition, vous avez ce genre d'isomorphisme de comparaison. C'est vraiment immédiat. Mais c'est extrêmement utile. Alors, par contre, il va falloir faire quelque chose d'un peu plus amusant. Donc, il faut descendre de l'étage 0 jusqu'en bas. Donc, je vous rappelle le diagramme. Ln, L0, P1, check. Oups. Et là, vous avez une action de D étoile sur P1 check. Et la flèche de période. Et de l'autre côté, vous avez Dn, D0, je le réécris encore, et oméga check. Et ce qui va nous intéresser, c'est en fait des fibrés D étoile équivariants sur P1 check et les comparer aux fibrés G équivariants sur oméga check. Donc là, vous n'avez pas d'action a priori de G, mais sur la base, vous en avez une. Donc, bien sûr, ça suggère faire la définition suivante. Vous appelez Boone D étoile Drinfeld de P1 check. Bah, c'est ce que vous pensez, c'est les fibrés D étoiles équivariants sur P1 check, tel que si je les tire en arrière par le morphisme des périodes, ceci soit de, alors je ne sais jamais, de Drinfeld. Bien sûr, j'oublie l'action de D étoile tout entier. Maintenant, je le vois juste comme fibré OD étoile équivariant. Et définition analogue. De Boone LT G oméga check. D'accord ? Et pas très surprenant, le théorème précédent se propage en une équivalence de catégorie entre ces deux catégories-là. Donc théorème.
Enfin, pas très surprenant, mais il faut quand même faire quelque chose. Il existe des équivalences de catégories. Abéliennes. Ces équivalences sont quasi inverses, exactes, entre d'une part les fibrés D étoiles équivariants qui sont de Drinfeld sur la droite projective et les fibrés qui sont G équivariants de Lubin-Tate sur oméga check. Et qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande simplement qu'elle soit compatible avec la précédente. Via les foncteurs pullback, via les deux applications de période, plus restriction de G à K et de D étoile à H. D'accord? Et elle a le très bon goût d'être identique, c'est-à-dire d'être compatible avec les représentations de dimension finie, comme dans l'exemple qui est juste là. C'est-à-dire, si ρ est une représentation de dimension finie maintenant de D étoile, de dimension finie et lisse, disons trivial sur Hn, alors le fibré ρ tens au P1 check et alors je ne sais jamais, donc il est de Drinfeld, je crois. Oui. Et si on calcule D Drinfeld de ρ tenseur au P1 check, ben on trouve exactement ce qu'on pense, c'est-à-dire ρ de Mn, ρ dual. Alors là, c'est tout l'espace de Rappaport-Zink en niveau n. D'accord, c'est exactement les espaces qui nous intéressent. Que vous pouvez d'ailleurs remplacer avec sigma n si ρ est de caractère central trivial. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est que si vous prenez celui-là, c'est un fibré de Lubin-Tate, et que si vous lui appliquez des Lubin-Tate, vous tombez sur quelque chose de très simple qui est ρ tens au P1. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce jeu-là? Parce que je vous ai promis la surjectivité. Donc ça, c'est la partie numéro 1 des préliminaires. Ce qui se passe, c'est que ça va être beaucoup plus simple de raisonner avec des sous-fibrés de ρ tens au P1 qu'avec des sous-fibrés de O sigma n ρ. C'est l'idée. C'est pile en ce genre de moment qu'on est très content d'avoir une structure de O de oméga module sur nos espaces, parce que sinon, vous ne pouvez pas du tout faire ce jeu-là, en fait. Et c'est d'ailleurs un des ingrédients qui manque vraiment si vous voulez faire ce genre de manip pour GL2 de F, parce qu'à la limite, bon, vous n'avez pas de Langlands spéadique, mais vous pourriez partir directement de la cohomologie complétée, prendre un espace propre, et quotienté par les vecteurs lisses, et dire que c'est ça mon candidat pour pi de V1 ou pi crochet 0. Mais le problème, c'est que je ne vois aucun moyen de construire directement une structure de O de oméga module là-dessus. OK, donc ça, c'est la partie 1 de préliminaire pour ça. Et il va y avoir encore des trucs topologiques, donc j'isole ce qui va m'intéresser, donc la surjectivité. On va mettre préliminaire 2. Ça va être juste des rappels, en fait. Alors, donc, il existe une classe d'algèbre topologique de Fresch-Stein. Je ne vais pas rappeler ce que c'est. C'était introduit par Schneider et Teitelbaum en p-adique.
bon, je vais dire en un mot, non, peut-être pas en un mot, en une phrase, c'est des limites inverses dénombrables d'algèbre de Banach noethérienne dont les transitions sont plates. Voilà. Alors l'exemple typique, qui est d'ailleurs le seul dont on aura besoin dans la suite, c'est que si X est un espace de Stein, alors O de X est de Frechet-Stein. D'accord. Alors, ce qui est sympa, c'est que maintenant, si vous avez A une algèbre de Frechet-Stein, je vais noter simplement Fs, il existe une catégorie abélienne, je vais appeler simplement co de A module coadmissible. Alors, de nouveau, je ne vais pas vous donner la définition de ce que c'est ce machin-là, mais je vais vous donner les propriétés essentielles des modules coadmissibles qu'on va utiliser dans les démonstrations suivantes. Alors, pour tout ça, c'est le papier de Schneider-Teitelbaum. Malheureusement, j'ai oublié la référence, mais Algebras. Bon, j'ai écrit. Ben, le problème, c'est que j'ai oublié la suite. Zut, qu'est-ce que c'est? C'était Admissible Locally Analytic Representations ou quelque chose de ce genre. Pourtant, ça doit être le papier que j'ai regardé le plus grand nombre de fois dans ma vie, mais je me suis toujours contenté des quelques mots au début, donc Locally Analytic. Enfin, c'est très facile à trouver si vous le cherchez. Donc, vous avez attaché à toute algèbre de Frechet-Stein une catégorie abélienne de A module coadmissible. Chaque objet de cette catégorie a une topologie canonique. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les morphismes alinéaires entre deux modules comme ça sont automatiquement continus. Mais malheureusement, ça ne sera pas très utile pour nous parce qu'à chaque fois, on aura des morphismes entre deux modules. On saura qu'un des deux est coadmissible, mais pas l'autre. Donc, bon, ça, c'est pas... Mais ça va être utile pour donner un sens à l'énoncé suivant. Si on a M dans Co de A et N un sous-module, alors N est coadmissible si et seulement si N est fermé, si et seulement si le quotient est coadmissible. Ça, par contre, on va l'utiliser plein de fois. Alors justement, j'y arrive. L'exemple typique, si tu prends X un espace de Stein, la catégorie de modules coadmissibles, c'est exactement les faisceaux cohérents sur X. D'accord? Donc, oui, je devrais le dire. Donc, exemple, si A, c'est O de X avec X Stein, Co-A est exactement équivalent au faisceau cohérent sur X via le facteur de section globale. Et je mets encore deux propriétés qui vont nous être utiles dans la suite. C'est que si M est dans Co de A, alors tout sous-module de type fini est coadmissible. Et en particulier fermé. Et enfin, que tout module de présentation finie est coadmissible. Ça, c'est la liste des propriétés satisfaites par cette catégorie-là qu'on va utiliser pour démontrer le théorème suivant. Alors, donc, qu'est-ce que ça va être comme donnée? On aura V, un espace de Frechet, plus une structure, donc une action continue de G, plus une structure de O de oméga module,
séparément continus, ça suffit. Alors, je dis que tout morphisme de V dans O de sigma n rho, qui est continu, bien sûr, G équivariant, et O de oméga linéaire, et il vaudrait mieux qu'il soit non nul quand même, et surjectif. Bon, autrement dit, c'est très rigide comme objet. Alors, bien sûr, avant de passer à la démonstration corollaire, bien sûr, ça nous dit que notre morphisme de départ est surjectif. Et puisque celui-là est trivialement coadmissible en tant que O de oméga module, parce qu'il est de présentation finie, ça nous dit aussi que pi crochet 0 dual nous définit un faisceau cohérent sur oméga, et même localement libre de rang dimension de rho, ce qui, à mon avis, est complètement impossible à démontrer directement. Parce que je vous rappelle que vous avez construit cet objet purement à partir du Figama module. Aucune référence à la tour de Drinfeld, ni rien du tout. Alors, c'est de la provocation, j'écris les corollaires dans le mauvais sens. Donc, ça, c'est évidemment un corollaire du théorème. Ça aussi, c'est un corollaire de ça. Mais le vrai corollaire, c'est la propriété de finitude de ce truc-là en tant que représentation de G. Ça vous dit maintenant que ça, c'est un module coadmissible sur l'algèbre de distribution du groupe de GL2 de ZP. Parce que, pour le coup, c'est un quotient de celui-là qui, lui, est trivialement coadmissible. Alors, vous voyez bien qu'au moins pour la partie coadmissibilité, si vous arrivez à mettre la bonne structure de O de oméga module sur les espaces de cohomologie complétés, ou juste les fonctions localement analytiques avec lesquelles j'ai travaillé, vous aurez aussi la coadmissibilité de ces machins-là pour GL2 de F, ou je ne sais pas quelle d'autre généralité. Mais bon, ça c'est des rêves. OK, donc corollaire quand même. O de sigma n rho est un D de GL2 de ZP module coadmissible. Alors justement, l'exemple typique d'algèbre de Freistein que je vous ai donné, c'était les fonctions holomorphes sur un espace de Stein. Un autre exemple typique, c'est l'algèbre des distributions localement analytiques sur un groupe de Lie compact. Ça, c'est un théorème de Schneider et Teitelbaum. Donc, démonstration du théorème. Ça va nous fatiguer un peu, en fait. Donc, ça va se faire en 2 étapes. C'est surtout moi que ça va fatiguer, en fait. Donc, la première étape, c'est que l'image de F est dense. Alors là, il y a un petit exercice que je vous laisse. Il suffit de voir ça une fois que vous avez étendu les scalaires à QP-check. Il suffit de le tester en étendant les scalaires et en complétant. Donc dans la suite, je vais mettre des checks partout pour souligner le fait que j'ai étendu les scalaires à QP-check. Donc il va de quoi maintenant? Il va de V check, qui est V tenseur complété avec QP-check, vers O de sigma n rho, tenseur QP-check, qui par définition était juste O de Mn rho. À chaque fois, quand j'écris Mn, je regarde vraiment l'espace de Rapoport-Zing de Drinfeld sur QP-check. OK. Alors, donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On regarde M, justement, l'adhérence de l'image à l'intérieur de O de Mn rho. Et on va introduire A, ça sera justement les fonctions sur la base oméga check. Donc ça, c'est une algèbre de Freistein. Et tous les objets en présence sont des A modules, parce que justement, on a fait les bonnes hypothèses sur notre F.
Donc maintenant, vous avez un sous-module de ce truc-là qui est coadmissible. Et vous voulez montrer que c'est tout. Donc ce que vous faites, c'est que vous le passez du côté Lubin-Tate. Donc déjà O de Mn rho et dans CoA, ça entraîne que M lui-même est dans CoA, qu'on a vu s'identifie au faisceau cohérent sur oméga check. Mais en fait, celui-là est stable par G. Il n'a pas de torsion, puisque c'est un sous-truc de celui-là qui n'a pas de torsion. Donc c'est en fait un fibré G équivariant sur oméga check. Et c'est même mieux, il est de Drinfeld, ou de Lubin-Tate, plutôt. Oui, il est de Lubin-Tate, car sous-module de O de Mn rho, qui lui était de Lubin-Tate. On l'avait vu, c'était marqué dans le théorème de Colazzi. D'accord? Alors maintenant, écrivons la suite exacte. Donc on a 0m, O de Mn rho, je ne sais pas comment l'appeler, n, disons, 0. Bon, a priori, n, il est juste, c'est juste un faisceau cohérent sur oméga check, mais il est quand même G stable. Donc c'est en fait facile de voir, en regardant la partie de torsion, que n est forcément un fibrin. Et il est aussi de Lubin-Tate, car quotient de ça. Donc on peut appliquer maintenant le foncteur Lubin-Tate, là. Et je vais appeler ça simplement X. Là, on avait rho dual tenseur O P1 check. Et là, on a quelque chose Y qui est le D Lubin-Tate de N. Donc, comme fibré, D étoile équivariant sur P1 check. Bon, là, ça ne devrait pas être une surprise que quand ρ est irréductible, ce truc-là est irréductible en tant que fibré équivariant, mais il faut quand même faire attention, ça ne peut pas être n'importe quoi d'irréductible. C'est essentiel que ρ soit lisse. Je vous laisse trouver des contre-exemples très faciles, en fait, quand ρ est irréductible et qui n'est pas lisse, et pour lesquels ce truc-là n'est plus irréductible. Donc il faut quand même faire quelque chose. Ce n'est pas totalement gratuit, alors donc, je vous donne juste l'indication. Vous regardez lambda, la plus petite pente au sens d'ardeur narasimhan de x. Alors on tord, donc déjà on remarque que lambda est négatif ou nul parce que x est un sous-truc de quelque chose dont toutes les pentes sont nulles. Et on regarde la suite x tenseur O de moins lambda, O dual tenseur O de moins lambda, y tenseur O de moins lambda, 0, et on applique H0. Et le point clé, c'est que quand vous prenez le H0 de ce qui est au milieu, bah vous allez trouver ρ dual tenseur sim moins lambda du corps de base qui doit être chez nous QP check, carré. Et ça c'est irréductible. Car ρ est lisse et irréductible. Et du coup, vous voyez que quand vous prenez le H0 ici, le H0 là est non nul, stable par tout le monde, donc ça ne peut être que le H0 de l'autre côté. Et ça va vous donner, parce que le H1 de l'autre côté va être nul, ça va vous donner que les sections globales de ce truc-là sont nulles. Mais en regardant de nouveau les pentes, ça vous donnera que ce fibré lui-même est nul, donc que Y est nul et que finalement X c'est tout. OK. Donc ça, c'est la partie image dense.
Alors maintenant, on va démontrer que l'image est forcément tout en affaiblissant les hypothèses, en fait, ce qui va nous permettre de se ramener à quelque chose de plus simple. Donc, étape numéro 2, F est surjective. Alors, comment est-ce que ça marche? Déjà, on remarque que O de sigma n rho. Maintenant, on revient sur QP. On a quitté QP, check, tout ça. On a démontré que l'image est dense. Donc, O de sigma n rho, c'est un O de oméga module projectif de type fini. Donc, il suffit de montrer la chose suivante, proposition. Donc maintenant, je vais faire disparaître mon groupe. Je prends V un Fréchet plus une structure de O de oméga module. Et je prends N, un O de oméga module projectif de type fini. Ce qui entraîne que N lui-même est un Fréchet. Et je prends F de V dans N, une application O de oméga linéaire continue d'image dense. Alors je dis que forcément F est surjectif. Bon, ça va utiliser une astuce de Kolmez. C'est absolument essentiel qu'on ait quelque chose qui vient avec une topologie de Fréchet là. Ce n'est pas propre en fait à O de oméga. En se fatiguant un peu plus, on peut le démontrer quand on a n'importe quel espace de Fréchet, un espace de Stein et qu'on met O de ça. Néanmoins, pour ce que je veux faire, ça me suffit et ça simplifie pas mal l'argument. Donc je le fais exactement dans le cadre qu'il me faut. Alors attention au piège suivant, parce que jusqu'à maintenant, donc on avait un morphisme qui était linéaire, qui commutait avec tout le monde. Et on avait démontré que l'image était dense. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous avez envie d'utiliser des trucs, bon, c'est admissible, donc forcément d'image fermée et des choses de ce genre. Le problème, c'est qu'a priori, vous n'avez pas cette information. Alors, vous pouvez faire le jeu avec deux algèbres de Fréchet-Stein, c'est ça qui est sympa. Soit vous utilisez O de oméga, soit vous utilisez l'algèbre de distribution. Alors, le problème, c'est que un est coadmissible pour une algèbre, l'autre ne l'est pas, à chaque fois. Donc, vous ne pouvez pas échapper au problème qui consiste à avoir une image dense, a priori pas fermée. Si on connaît l'admissibilité, c'est fini. Ouais. Mais bon, l'argument qui suit est vraiment très simple et il n'y a aucun... simple, mais il faut y penser. Ah, zut. Alors, je ne sais pas, est-ce que je fais la preuve maintenant? Ouais, parce que sinon, on aura tout oublié. Ça prend 5 minutes de toute façon et on prend une pause ensuite. OK. Donc, démonstration. Alors, vous voyez que maintenant, j'ai affaibli mes hypothèses, ce qui me permet d'enlever plein de trucs vraiment inutiles. Dans cette affaire, n est projectif de type fini, donc je peux l'écrire comme facteur direct d'un module libre de type fini, donc je peux directement supposer que n est libre de type fini, et je peux même supposer ensuite, quitte à travailler coordonnée par coordonnée, que n c'est juste O de oméga. Donc on peut supposer n égale O de oméga. Ce qui fait que l'image que j'appelle I est un idéal par hypothèse dense de O de oméga. Alors le problème, c'est que des idéaux denses de O de oméga, il y en a. Donc il faut faire quelque chose. Alors donc on prend F dans I, différent de 0. C'est là que mon hypothèse que F est non nul sert à quelque chose. Donc j'appelle x1, x2 et ainsi de suite les zéros de F dans oméga à Galois conjugaison près. Il y a un nombre dénombrable parce que sur chaque ouvert affinoïde, vous en avez un nombre fini et que oméga, c'est une réunion dénombrable d'ouverts affinoïdes. Et on va introduire la fonction phi n de z. Le truc suivant, on prend le produit de k égale 1 à n.
de la norme du corps résiduel de xk qp de z moins xk. Donc l'important, c'est que c'est une fonction qui s'annule en x1, x2, xn, qui s'annule en aucun autre truc. Alors maintenant, puisque I est dense, je sais par définition qu'il existe que pour tout n, il existe un Vn dans la source de f, qui est le Fréchet grand V, tel que l'image de Vn par mon application f ne s'annule pas en xn. De toute façon, si tous les éléments de I s'annulaient en xn, ce ne serait pas un idéal dense. Alors maintenant, on construit par récurrence, c'est vraiment très facile. C2, C3 et ainsi de suite dans QP. Je vais écrire juste tout petit, tel que plusieurs choses, en fait deux. Le vecteur V égale V1 plus C2 phi1 V2 plus C3 phi1 phi2 V3 plus ainsi de suite convergent dans V. C'est là que vous tirez profit du fait que vous avez un espace topologique au départ, ici. Et surtout que c'est un espace de Fréchet, ce qui fait que pour tester la convergence d'une série comme celle-là, il suffit de tester la convergence pour une famille dénombrable de semi-normes. Du coup, il est très facile, en choisissant des CI par récurrence vraiment tout petits, de s'assurer que la série converge. Et donc ça, c'est la première condition qu'on demande. Et la seconde, qui fait disparaître les zéros de f à chaque fois, on demande que f de V1 plus C2 phi1 f de V2 plus plus Cn phi1 phi n-1 f de Vn ne s'annule pas en xn. Ce qui est tout à fait possible parce que celui-là ne s'annulait pas en xn et que ça ne s'annule pas en xn. Bon, parfait. Donc ça veut dire que f de V, que je vais appeler G, est un élément de I, par définition, qui ne s'annule en aucun des zéros de f. Autrement dit, vous avez maintenant deux fonctions dans votre idéal qui n'ont pas de zéro commun. Je prétends que l'idéal qu'elles engendrent, c'est tout. Mais ça, c'est clair maintenant, parce que c'est un idéal de type fini dans une algèbre de Fréchet-Stein qui est dense, parce qu'il n'y a pas de zéro commun, donc c'est tout. Donc, J égale Fg. Il est d'une part contenu dans I, il est dense, car les zéros de F intersectés avec les zéros de G sont ensemble vides, et il est fermé, car de type fini. A est Fréchet-Stein. Donc forcément J c'est tout, et donc I c'est tout.